Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Laurent Grangeau, Cloud Solution Architect aujourd'hui chez Google et on est sur le podcast d'Équité. Et ben voilà. C'est ton premier clap. C'est mon premier clap. Et alors, ça fait quoi? Ça fait bizarre, en plus c'est magnétique donc j'ai eu du mal à le soulever, mais c'est bien. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Laurent, alors tout le monde est en train de dire Google c'est cool, mais tu vas faire quoi là, au Cloud Nord? Alors aujourd'hui, moi je donne une conférence sur un sujet qui s'appelle CRO, pour Kubernetes Resource Operator. Ouais. Exactement. Et donc du coup ça fait plusieurs fois que je fais des conférences sur plein de sujets. CRO étant le nouveau sujet actuellement à la mode, avec mon co-speaker Tony qui malheureusement est parti un peu plus tôt. Et c'est un peu une passion en fait de transmettre des connaissances que j'ai à d'autres personnes en termes de conférences et de parler à des gens comme on voit en conférence. Ok. Donc on est dans la voie de l'innovation et donc comment on fait du début de ta genèse, de la tech, du code, de l'IT à Google? C'est quoi l'origine? Ça vient de quoi? C'est une influence des parents, d'un parrain, d'un PC, d'un jeu vidéo. Ça vient d'où? Alors, donc le fait que je sois chez Google, c'est une influence que Google, ça a toujours été une entreprise que moi j'ai beaucoup aimée. Ça fait depuis 20 ans que je suis client chez eux sur Gmail. Ça fait 20 ans que j'utilise ça aussi tous les jours. Moi, je suis dans la tech depuis tout petit, depuis mes 4-5 ans. J'ai toujours adoré... 4-5 ans. Ouais. Ah, vas-y, explique-moi. Alors, T'as vu quoi en premier? En fait, j'ai toujours adoré démonter les choses pour comprendre comment ça fonctionnait. T'es un bidouilleur, vas-y. Exactement. Donc, je me rappelle de moi en CE2, où j'avais rapporté... Ah oui, je me rappelle de moi en CE2 où j'avais rapporté un Tokiwoki complètement démonté sur une planche de bois. Et du coup, je l'avais apporté pour mes camarades, pour leur montrer, et je leur avais montré comment ça fonctionnait avec le micro, le haut-parleur, etc., etc. Donc tu t'es amené un jour avec l'idée folle de démonter un Toki et de montrer comment ça fonctionnait. Ouais. Parce que tu voulais transmettre ou tu voulais savoir comment ça fonctionnait? Parce que moi, je voulais savoir comment ça fonctionnait. Ok. Et après, j'ai voulu montrer à mes copains, regardez comment ça fonctionne. T'as été découverte. Exactement. Et j'ai toujours tout démonté en fait. J'ai un grand frère de 3 ans plus âgé que moi. Et lui avait des voitures télécommandées, donc je démontais aussi pour savoir comment ça fonctionnait. Quand mon père rapportait, je sais pas moi, par exemple, une Wi-Fi, c'est moi qui lui ai aidé à brancher toutes les enceintes, à brancher la télé, le magnétoscope, etc. J'ai toujours adoré savoir comment ça fonctionne, les choses. Et donc depuis vraiment tout petit. Ok. Et donc comment on arrive à Google alors, Donc comment on arrive à Google? Donc comme je te disais, c'est une entreprise que moi j'admire depuis très longtemps parce que Gmail, Google, la révolution Internet, ça m'a toujours passionné. Et ça fait depuis très longtemps que je voulais rentrer chez Google. Donc je postulais à des postes, je faisais des entretiens, mais malheureusement, rentrer chez Google, c'est pas aussi facile que ça. Il faut avoir pas mal de compétences sur plein de domaines. Donc moi, mon domaine aujourd'hui, c'est le cloud. Donc il faut avoir des compétences au niveau du développement, au niveau de l'algorithmie, au niveau du réseau, au niveau du troubleshooting, donc savoir débugger un problème, au niveau de Linux, des compétences de base aussi. Donc ça, c'est les compétences techniques. Il y a aussi des compétences humaines, où il faut savoir travailler en équipe, bien communiquer. Moi, j'ai un poste aussi où de temps en temps, je vais voir des clients, donc il faut aussi parler aux clients, donc expliquer ce que fait le produit, comment ça fonctionne. Monsieur le client, qu'est-ce qu'il vous manque dans le produit, comment on pourrait l'améliorer, qu'est-ce qui vous manque pour que vous puissiez être content. Donc il y a plein de compétences qu'il faut avoir, humaines et techniques, pour rentrer chez Google. Ok, j'ai bien suivi le truc. Mais tu codes encore ou pas? Je code encore. Ah, tu codes en quoi? Alors, en ce moment, je code en Python. T'es en Python. Ok, parce que en ce moment, je travaille comme tout le monde, sur de l'IA. Et donc, du coup, je travaille sur des multi-agents, sur de l'agentique, etc. Donc, principalement, c'est du Python. J'ai codé pendant très longtemps en Java. Ah, ta souche première, c'est du Java. Ma souche première, c'est du Java. Ensuite, je suis passé au C#. Ah oui, d'accord. Qui est du Java et plus côté Microsoft. Pendant très longtemps, pendant 6 ans, plus de 6 ans. Et c'est l'antinomie, Java C#. Ça reste du développement objet.
Ça, je suis d'accord. C'est pas la même philosophie, mais ça reste du développement objet. Mais à discuter avec plusieurs développeurs, voilà, trahison. Guerre de châtel, exactement. Voilà, guerre de châtel. Et du coup, donc j'ai fait ça pendant très longtemps. Et ensuite, comme je fais du cloud, c'est principalement du Terraform. Ah, ok. Du Cube, c'est principalement du YAML. Docker direct, le YAML, c'est pas du code, ce que je respecte, y a pas de souci. Et là, en ce moment, comme c'est de l'IA, je fais beaucoup de Python parce que mécaniquement, l'IA aujourd'hui, c'est beaucoup de Python. Ok. Et donc, dans tout ton acheminement, là, pour arriver à ce que tu fais, donc j'ai bien compris, tu avais l'aspect aussi accompagnement d'un client avec des problématiques et puis comment vos produits chez Google permettaient de correspondre, en tout cas. Exactement, C'est carrément ton but. Tu as fait un talk, là? Oui. Le sujet, c'était sur comment amener les solutions de Google sur l'adéquation, ou on était sur un sujet très spécifique parce que on est au salon du Cloud Nord. Alors c'est un sujet assez spécifique. Donc c'est un produit qui est open source, qui s'appelle Crow. Le but du jeu, c'est d'effectivement de pouvoir piloter soit des ressources internes Kubernetes via les API de Kubernetes, soit des ressources externes comme des cloud providers. Ok. Donc Azure, AWS, GCP. Donc moi, travaillant chez Google, évidemment, j'ai fait côté GCP. Ouais. Et le but du jeu, c'est vraiment de dire Kubernetes devient la plateforme un peu standardisée pour tout le monde, pour un peu faire n'importe quoi, enfin un peu des déploiements. En gros, soit tu déploies ton application et tu te connectes à des choses qui existent déjà externes, soit tu peux laisser Kubernetes, via Crow, gérer ton application et son cycle de vie. Donc, la création de la base de données, la création des règles de firewall, de sécurité, la compliance, etc. Et en gros, le talk, c'est de dire Crow facilite l'interaction entre différents personas. Donc, on a d'un côté les plateformes admin qui vont créer un template en disant, bah voilà, ce que nous, on préconise comme déploiement. Par exemple, un front-end dans Kubernetes, le back-end dans Cloud SQL, avec des règles de firewall entre les deux, avec du networking entre les deux, et qui respectent les best practices. Et de l'autre côté, on a les développeurs qui, eux, utilisent le templating. On va dire, par exemple, si je veux déployer une web app, je vais juste avec le nom, le projet, et automatiquement, on va créer pour nous les ressources groupes, la sécurité, les service accounts, la règle de firewalling, le réseau, etc. On va tout créer automatiquement. Comme ça, on n'a plus à se soucier de « Ok, bah moi, en tant que développeur, si je veux créer un front-end et un back-end, comment je fais, à qui je demande, quel outil j'utilise. Est-ce que j'utilise la CLI de Google? Est-ce que j'utilise Terraform, Pulumi et d'autres talks aussi sur Pulumi? Là, on a Crow, on a les API de Kubernetes qui sont standardisés. Et donc, on a une seule manière de déployer. Ok. Moi, j'aurais voulu être là. Et comme je faisais les podcasts, c'est compliqué. Donc, dans tout ça, dans tout ce que tu viens d'expliquer, dans la technique, tu me sembles super à l'aise dans tout ça. Et je trouve ça super bien. Quel était pour toi, depuis le début de ta carrière, le plus grand défi que tu as dû faire face, soit technologique ou aussi humain? Est-ce que c'est une contrainte technique qui a été pour toi la plus dure de tes épreuves ou une collaboration humaine sur lesquelles là ça a été un calvaire total, mais vous avez quand même réussi, ou ça a été un total échec, ce qui m'arrive généralement. Alors l'humain, c'est très compliqué. Ah, ça je te confirme. C'est pour ça que je suis technique, parce que la machine est plus facile à dompter, on va dire. Ouais. L'humain, ça reste très compliqué. Mon co-speaker, donc Tony Chalieu, avec qui je fais des conférences depuis 4-5 ans maintenant, même malgré le fait que je sois plus chez Capgemini, avant j'étais chez Capgemini et lui est resté chez Capgemini, on continue à collaborer ensemble parce que humainement, ça a toujours fité, il y a eu toujours là, il n'y a pas de problème. En termes défis techniques aujourd'hui, c'est l'IA, parce que moi j'ai un background qui est plutôt, on va dire, infrastructure, Kubernetes, cloud, réseau et compagnie. À la base même, ma formation, c'est de la formation sécurité, donc rien à voir. Et aujourd'hui, parce que j'aime les challenges aussi, et j'aime, comme tu dis, bidouiller, j'aime découvrir des nouvelles choses et toujours apprendre de nouvelles choses, je m'intéresse à l'IA. Et l'IA, c'est un domaine que je connais quasiment pas, que je suis en train d'explorer au fur et à mesure, et j'apprends des choses, mais j'ai l'impression de rattraper ce que je connais. Il y a tellement de choses qui sortent tout le temps, des techniques d'optimisation,
d'utilisation du hardware en termes de GPU, nous, chez Google, on a des TPU, qui sont des processeurs, on va dire, spécialisés pour l'IA, qui fonctionnent complètement différemment de ce qu'un GPU ou un CPU fonctionne. Donc du coup, là aujourd'hui, c'est mon défi technique, c'est de comprendre comment fonctionne l'IA et comment on peut l'appliquer sur nos produits et pour nos clients, pour dire, au-delà de dire j'ai un LLM et on fait de l'inférence, comment on met en place des techniques pour optimiser, pour améliorer, pour être plus rapide, pour être moins cher, etc. Et donc là, c'est super intéressant. Et question totalement ouverte, moi je fais souvent la comparaison avec l'IA pour dire n'en ayez pas peur, ça reste un tournevis. Par contre, un tournevis, quand tu sais l'utiliser, ça visse, Oui. mais ça peut aussi tuer. Bien placé, ça tue. Alors, T'en es où au niveau de l'IA par rapport au tournevis? on n'est pas encore arrivé à Skynet avec le Terminator. Peut-être dans 3 à 5 ans avec des serveurs MCP connectés à l'IoT et des robots intelligents qui viendront. J'en sais rien. Pour l'instant, c'est la dystopie. Ce que je vois par contre aujourd'hui, c'est que quand on dit que l'IA apporte des gains de productivité et des gains opérationnels, c'est des choses que nous, chez Google, on utilise même en interne, sur nos outils internes, et on voit effectivement qu'il y a énormément de choses qui peuvent être améliorées, où on peut, entre guillemets, s'enlever de la charge mentale parce qu'on délègue à une IA. Ça revient souvent, ça. Ouais. S'enlever de la charge mentale avec de l'IA, c'est antinomique parce qu'en fait, il y a des gens qui sont anxieux avec de l'IA qui rajoutent de la charge mentale. Et là, tu es en train de me dire qu'avec une bonne utilisation, qui est appliquée à un usage, tu t'enlèves de la charge. Voilà. Et moi, je l'utilise aussi, l'IA, c'est pas un problème. Mais c'est un acheminement. Enfin, genre, c'est quelque chose qui est pour d'un être humain qui n'est pas initié à ça. De prime abord, ça lui fait peur. Oui. Alors, c'est intéressant parce que on va dire que tu es aussi âgé que moi, d'accord? Donc, tu as connu. Non, tu es le plus jeune. C'est la barbe qui fait. Tu es plus âgé, oui, mais. Donc, tu as connu Internet, tu as connu Google. Maintenant, ça fait 25 ans que Google existe. Et quand on demande recherche sur Google. J'ai connu 56K. Voilà. Ça va. Mais Ne rigolez pas. Quand on dit recherche sur Google, maintenant c'est naturel pour toi. Par contre, nos parents, quand on leur dit recherche sur Google, c'est c'est compliqué, et je prends quelle page, et je prends, etc. Ouais, vas-y. Pour l'IA aujourd'hui, nous, comme on est habitué à Google ou d'autres moteurs, aucun problème, c'est plus naturel d'aller googliser et de chercher sur Google. Et d'ailleurs, on fait souvent le parallèle en disant faites attention parce que l'IA, et c'est vrai, peut dire n'importe quoi. Oui. Parce que le but de l'IA, c'est de répondre. Voilà. Elle hallucine. Exactement. Sauf que les jeunes d'aujourd'hui, moi je donne des cours dans les facs, les jeunes d'aujourd'hui, ils utilisent l'IA comme ils utilisent leur téléphone. Pour eux, c'est très naturel d'aller d'abord regarder sur Gemini, côté Google, de dire je veux aller à Bali, trouve-moi des billets d'avion, fais ci, fais ça. C'est plus naturel pour eux que de rechercher sur Google. Donc, c'est une question d'habitude en fait. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui sont restés dans le modèle, cherche sur Google, effectivement, aller sur une IA, ça va te rajouter de la charge mentale parce que tu vas dire oui, mais elle va peut-être dire des bêtises, donc il faut que je double-check sur Google, etc. Et en fait, au bout du bout, ça ne m'apporte rien. Mais quand tu commences à l'utiliser et à savoir qu'elle te dit des bêtises, et quand tu sais ce que tu cherches sur Pi, ça devient intéressant parce que c'est beaucoup plus rapide. Il faut voir ça comme un énorme dictionnaire où tu peux poser des questions et tu as des réponses. Et moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, parce qu'ils me disent, malgré mon âge avancé, ils me disent, monsieur, il faut vivre avec son temps. Je leur ai fait aucun problème. Mais avant d'utiliser la calculatrice, tu as dû apprendre les tables de multiplication. Oui, voilà. Donc, quand tu fais 6 x 7, tu sais que tu dois chercher 42. Mais quand tu fais 6 factoriel de 5 divisé par 3, c'est plus compliqué, tu fais plutôt tendance à la calculatrice. C'est pareil avec l'IA, il faut savoir ce que tu recherches, mais l'IA va t'enlever un point en disant ça va m'aider. Alors, je vais nuancer, je vais te challenger un peu par rapport à l'analogie que tu viens de faire, avec la calculatrice. Pour moi, l'IA, c'est de la proba. Ce n'est pas une calculatrice. Parce que la calculatrice va te donner un résultat qui est exact. Exactement. Et une proba, c'est pas la même chose. On est sur un algo Tout à fait. et une approche qui est totalement différente.
quelle est la probabilité de donner une bonne réponse par un LLM, Gemini, Claude, ChatGPT, Mistral et tout ce qui existe dans le monde à l'heure actuelle, c'est de la probabilité, Bien sûr. pas une calculatrice. Et c'est là où il y a la différence dans ce que tu expliques. C'est que Google était une source dans leur moteur de recherche de certitude pour dire je vais avoir quelque chose de plus ou moins vrai, je vais aller voir une approche de connaissance ou d'information. Là, on rentre dans de la probabilité avec l'IA, où moi, ça me pose problème, parce que on va croire de la probabilité. Mais non, l'IA fait des bêtises, elle hallucine, et on n'est pas du tout alerte par rapport à ça. Donc, c'est ça que je voulais un peu te challenger, c'est on n'est pas dans la calculatrice, parce que 1 plus 1 restera 2 dans notre modèle, Mais moi, j'ai des clients qui me disent 1 plus 1 égale 5. Donc moi, je les crois, il n'y a pas de souci. S'ils me disent 5, moi, ça me va. Mais on est dans une approche totalement différente. Et je ne suis pas certain, à l'heure actuelle, que le niveau de sensibilité et d'éducation de tous ceux qui sont là soit capable d'avoir une approche de probabilité plus que de mathématiques. Alors, j'essaie de te répondre. Je suis désolé. La question était longue, mais t'inquiète, j'essaie de te répondre. Ce que je dis à mes étudiants, c'est soyez critiques. Voilà. Soyez ben critiques. Voilà. Ça me va. Google, quand tu cherches sur Google, le truc, c'est que tu as plusieurs résultats. Oui. Donc tu vas croiser plusieurs sources. Tout à fait. Pour te faire, toi, un avis. Tout à fait. D'accord ? Quand tu parles à des gens, les gens peuvent se tromper aussi. Alors moi, le premier. Mais moi aussi, sur certains sujets, je peux me tromper, aucun problème. Moi, je te certifie, mon épouse me dit que je dis que des conneries. Et du coup, l'être humain, c'est, à force des échanges, va se faire une opinion, Oui. savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Le problème avec l'IA, c'est que c'est pas le fait qu'elle hallucine, elle a le droit d'halluciner. Bah évidemment, elle est faite pour ça. Voilà, c'est le fait qu'il n'y a qu'une seule source. C'est que Gemini ou ChatGPT. Donc effectivement, les gens, s'ils ne font pas attention et s'ils ne sont pas critiques, vont dire « je vais prendre pour argent comptant ce que me dit ChatGPT et Gemini ». C'est important ce que tu dis. Exactement. Si moi je te dis des bêtises sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas du tout et que je te dis « prends pour argent comptant ce que je te dis », et si tu ne connais pas, ta première source, tu vas dire « ok, j'ai croisé quelqu'un qui m'a parlé de quelque chose, je l'ai cru, etc. » Et après, tu vas commencer à parler à d'autres personnes qui vont dire « non mais lui il dit n'importe quoi », une troisième source qui dit bah, « lui il dit encore n'importe quoi », et tu vas commencer à te faire une opinion. Et effectivement, là où je te rejoins, c'est aujourd'hui, si on fait en sorte que ChatGPT ou Gemini soit vraiment que la seule source de vérité, on a un problème. Et c'est ce que moi je dis à mes étudiants, c'est que ChatGPT, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on peut se faire beaucoup manipuler. Oui, bien sûr. Et le contexte actuel fait que, en ce moment, il y a beaucoup de fake news et on est en train de trouver un moyen de détecter les fake news, de pas des fake news. Donc effectivement, il y a d'un côté utiliser ChatGPT ou Gemini ou l'IA pour ce qu'elle est, c'est-à-dire plus ou moins d'hallucination, plus ou moins de créativité, plus ou moins de connaissances, parce qu'ils ont un entraînement qui est quand même énorme. Je trouve quelqu'un qui connaît toutes les pages de toutes les langues de Wikipédia, moi je ne connais pas beaucoup. Et d'autre côté, faire attention à dire, soyez critique en disant ok, elle m'a dit quelque chose, bah, je vais quand même double-checker pour savoir si lui ou non me dit des bêtises. Soit elle ne me dit pas de bêtises, et dans ce cas-là, je prends pour acquis ce qu'elle m'a dit, parce que tu peux même demander les sources. Hein. Oui, bien sûr. Tu dis, donne-moi les sources, et moi, des fois, elle m'a dit, j'ai pas des sources. Et ben voilà. Je sais, du coup, je te ferai pas. Exactement. Mais effectivement, c'est une éducation. C'est un usage, une éducation, comme tu viens de le dire, et un autre moyen de consommation d'informations. Exactement. Et c'est là où il faut enlever le mythe de l'IA qui va remplacer tout le monde et à la Terminator. Alors, c'est là où la façade qu'on voit nous publics, c'est ChatGPT, c'est Gemini, c'est le chatbot. Okay, mais... Et effectivement, tu as des IA qui sont ultra entraînés sur détecter des cancers, par exemple du sein, qui sont beaucoup plus efficaces, les médecins. Des IA qui ont été entraînés pour, j'avais vu il n'y a pas longtemps là sur la fusion et le plasma. Ouais. Ah oui. Voilà. Et donc du coup, il y a des IA qui peuvent être intéressantes. Il y a des IA qui peuvent être intéressantes aussi pour la créativité. J'ai besoin d'écrire un poème, un album, ce que tu veux. Génère-moi une image, Alexa. Et donc il faut prendre l'IA comme elle vient et comme elle est faite, pas pour argent comptant, mais pour
un peu se libérer. C'est pour ça que je parlais de charge mentale tout à l'heure. Ouais, C'est de dire, moi, j'ai pas envie de m'embêter à googliser, à chercher sur Google des images de petits chatons. Je donne à moi un petit chaton sympa avec noir et vert fluo pour être en mascotte d'équité. Il va créer un petit chaton. On va arriver à la fin de l'interview, Laurent. Merci. Si j'ai une personne qui va sortir des études au mois de septembre de l'année prochaine, qui dit mon rêve, c'est d'être chez Google, comme toi, que tu as réussi à faire, Oui. tu lui donnes quoi comme conseil par rapport à ton expérience? Pas rentrer chez Google forcément, mais ton expérience, toi, Alors, pour y arriver et dire maintenant je fais ce que j'ai envie de faire et je kiffe. moi, ce que je dis à tous les étudiants, Ouais. et d'ailleurs, ça rejoint ce que tu dis, c'est rester curieux. Ok, Parce que je vais te donner un exemple. vas-y. On est dans une conférence où on parle de cloud, de DevOps, d'IA, de Big Data, d'IoT, de blockchain. D'usage, Il y a 15 ans, tout ça n'existait pas. c'est vrai. Et là, je suis là devant toi, sur le post-it cela, à parler d'IA, essayer d'expliquer ce que c'est une IA. Et je n'ai pas eu de formation d'IA. C'est parce que je suis curieux, que je m'intéresse moi-même, ou mécaniquement, je vais aller vers les choses qui m'intéressent. Et donc, du coup, pour les gens qui sortent d'études et qui veulent potentiellement rentrer chez un GAFA comme Google, c'est tant que vous restez curieux et que vous allez vous-même vous renseigner sur des sujets qui sont passionnants, le quantique, par exemple, on en parle tout à l'heure, ça vous dirigera mécaniquement vers l'entreprise où vous voulez aller. Google peut être peut-être l'entreprise qu'il nous faut, hein, c'est pas forcément la seule. Et c'est là où vous allez vous éclater et avoir un parcours qui va vous ressembler. Et il n'y a pas deux parcours, pas le même parcours. Bon. Donc c'est vraiment rester curieux. En tout cas, j'ai l'impression que tu kiffes ce que tu fais. Exactement. Ça y ressemble. Merci Laurent, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir accepté l'invitation et d'avoir passé ce salon et d'avoir été speaker sur l'île. Merci beaucoup. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.